Afrique, démobilisation des forces françaises. Pourquoi le choix de rester? Afrique, démobilisation des forces françaises. Pourquoi le choix de rester? Madame, monsieur, qu'il est bon de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes et nationalistes et surtout de tous ceux-là qui rêvent d'une Afrique libre et surtout souveraine. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Après le chassement des soldats français du Mali, du Burkina Faso et de la Centrafrique, pourquoi les autorités françaises ne récupèrent pas leurs hommes? S'il est vrai d'ailleurs que ces soi-disant soldats sont des militaires. Car comment comprendre l'attitude de la France à vouloir toujours rester sur le continent noir? L'Afrique est-elle un continent français où ces mercenaires sont obligés de s'y établir? Qu'est-ce qui se cache derrière cette insistance à vouloir rester dans les pays africains? Ceux des Africains amoureux de la France qui ne comprennent pas jusque-là doivent se poser les bonnes questions. Si un pays africain que vous dites vouloir aider à lutter contre le terrorisme, après des résultats nuls, vous demande de partir, la seule chose à faire, c'est de partir. Pourquoi aller rencontrer un autre pays ou alors aller encombrer un autre pays, en l'occurrence le Niger? Est-ce la préparation d'une guerre ou la convoitise extrême du Sahel et de toutes les richesses des pays africains? Aujourd'hui, le Niger est à l'étroit, inondé par des forces militaires occidentales. Qu'est-ce qui se joue sur le continent? Question posée aux amoureux de la France. Afrique, démobilisation des forces françaises. Pourquoi le choix de rester? C'est notre interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est notre invité cet après-midi. Jonathan Batengene, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci mon frère Gross, je vous salue également. Et merci à tous les milliards de téléspectateurs qui nous font confiance. Mais ils ne font pas que nous faire confiance, s'il faut être redondant. Ils continuent le combat tous les jours, dans les chaumières, mais également dans la réalité. C'est eux qui vont au taquet et qui portent les grands coups, qui font la victoire que nous avons aujourd'hui. Donc nous leur disons beaucoup de courage, restons mobilisés. La victoire est au bout. La victoire est au bout. Démobilisation des forces françaises. Nous sommes là sur le continent africain. Pourquoi le choix de rester? Pourquoi la France choisit-elle de rester? La France choisit de rester. Enfin, je suivais hier une interview du général Thierry Guillot, ancien chef d'état-major de la France. Et dans son approche, il conseille à la France d'avoir une certaine approche en Afrique. Je l'ai écouté. Et quand on l'écoute, le journaliste qui l'interrogeait, c'est un journaliste français, c'était sur une chaîne africaine. Et quand il interrogeait, il y avait comme un sentiment que pour nous, Africains, on peut se poser des questions sur la France. Alors, il y avait un sentiment que leur présence en Afrique est logique. Donc, pour ce général, la base militaire française en Afrique, c'est comme si c'était une base militaire en Aquitaine. C'est d'abord ça la conception qui m'a dépassé. Je l'écoutais parler, pour lui, c'est comme s'il parlait de la Seine-Saint-Denis, il parlait de Nantes, il parlait de Rennes, je parle bien sûr des villes où je sais que le football m'a permis de connaître quand même certaines localités parce qu'ils disent que ceux qui sont panafricanistes sont des anciens de la diaspora. Moi, je n'ai jamais mis mes pieds en France. Je ne connais même pas comment. Dites-leur que je ne veux pas venir en France. Je ne rêve pas de venir en France. Je ne rêve pas. Donc, mais pour lui, ce général, c'était ça. Une conception que la France est sur son territoire. Ça nous amène à comprendre que la France est d'abord malade d'elle-même. Rien que cette interview, si on prend ce général avec celui qui l'interviewe, nous les plaçons ici, le premier truc qu'on leur dira, c'est que vous êtes malade de vous-même. Vous êtes malade de vous-même parce que la France conçoit qu'elle a des territoires dans le monde. C'est la première anomalie donc, qui est en train de nuire à la France.
c'est qu'elle a une idée pernicieuse qu'elle entretient et que son élite entretient au jour le jour et se gargarise de la vraisemblance de cette idée qui est en fait une imposture. La France ne détient pas autre territoire que son territoire national. La France en Afrique n'est qu'un partenaire. Ce n'est qu'un acteur de relations internationales. La France doit intégrer ça dans son logiciel. Et si l'Afrique décide de ne même pas commercer avec la France, parce que nous pouvons même décider sans aucune raison de cesser de coopérer avec la France. Le Cameroun peut décider demain matin, sur aucune raison valable, de couper toute coopération avec la France. La France n'aura pas à mettre le Cameroun dans un tribunal pour savoir pourquoi le Cameroun le fait. Si la France proteste, c'est son droit le plus absolu. Mais cette protestation n'engage que la France, pas le Cameroun. Si la France se sent avoir été lésée et que légalement il y a des recours pour que ces éléments-là lui soient restitués, en ce moment la France engagera des procédures. Mais le Cameroun, dans sa souveraineté, choisira une option. La France doit d'abord comprendre le monde ainsi. La France est malade. N'est-ce pas du racisme? Il y a du racisme, mais il y a quelque chose qui dépasse le racisme, l'impérialisme. L'idée impériale, c'est quoi? Quand nous parlons toujours de la notion d'empire, de l'empire, l'imperium. L'imperium chez les Romains, c'est le pouvoir suprême. Pouvoir suprême. Et ils avaient distingué deux types de pouvoir. L'imperium rerum et l'imperium marorem. L'imperium marorem, c'était une sorte de pouvoir qui était accordé à un ensemble d'entités, mais qui étaient toutes sous l'imperium rerum, le pouvoir suprême du roi, qui était incarné par le César, donc l'empereur. L'idée impériale a à l'intérieur des notions racistes qui sont dans le processus sociologique. On parlera de sécularisation. C'est-à-dire que le racisme s'est sédimenté dans l'idée impérialiste. Et vous allez voir que c'est actif dans la conception de l'impérialisme actuel. Les Occidentaux, la France, au premier chef en Afrique francophone, considèrent qu'ils ont des territoires dans le monde et que certaines populations, surtout celles qu'ils avaient colonisées, sont leurs populations. Donc mon frère Gauss, comme vous et moi nous parlons là, quand Macron nous voit, il dit ça c'est mes populations. Pour eux, Paul Biya c'est son président. C'est-à-dire le président de quand je dis président, dans l'imperium marorem justement des Romains, c'est une sorte de, c'est son petit roi, c'est son roi télé. Son roi télé, lui, là, Paul Biya c'est son roi télé. Si Paul Biya s'exprime et Macron est en train de causer, il se tourne, il regarde. C'est Paul Biya. C'est un de nos présidents. Quand il dit non là, ce n'est pas dit un président comme lui. C'est un président du milieu qu'il contrôle. C'est un président de la famille qu'il contrôle, la grande famille qu'il contrôle. Oui. Les Français se considèrent comme tels, les Britanniques comme tels, aujourd'hui les États-Unis comme tels. L'idée impérialiste crée une hiérarchie entre les individus. Le citoyen états-unien ne peut être jugé nulle part qu'aux États-Unis. La hiérarchie des individus. Le citoyen camerounais lui peut être jugé partout. Le citoyen de l'Arabie Saoudite, on ne peut pas le juger au Cameroun. S'il y a une hiérarchie impérialiste qui a été conçue. Nous vivons dans ce monde
où l'idée impérialiste prédomine. Et ce sentiment est tellement puissant qu'il agit à l'insu des acteurs. Il domine les perceptions des acteurs. C'est pourquoi quand il suivait hier Thierry Guillot, je souriais. Mais cet homme, il est devenu général, mais il n'a rien compris dans le monde. Il croit comprendre le monde, il ne le comprend pas. Le monde est aussi simple que ça. Ils sont dans l'idée impérialiste. Ce qu'ils défendent, c'est le droit de l'impérialisme. Ils ne défendent pas un rapport entre la France et l'Afrique. Pour lui, l'impérialisme est déjà naturalisé. C'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Pour eux, on devrait vivre là. Et c'est là le grand décalage avec nous, les panafricanistes. C'est que, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme des aveugles qui ont vu les cailles tomber de leurs yeux et qui enfin voient le jour, distinguent la couleur vert, la couleur rouge, la couleur, ils disent, mais ça c'est telle couleur. Et en face, vous avez des gens qui ont été aveuglés, éblouis par la lumière, qui vous disent, mais non, il n'y a pas ces couleurs, il n'y a pas ces couleurs, mais ces gens, ils sont terribles. C'est des tissus, dites juste tissus. On dit, non, c'est rouge. Nous avons la capacité de nommer les choses comme elles sont, et ils ne peuvent pas le faire. Nous sommes dans deux perceptions. Nous sommes vraiment du point de vue, nous sommes rentrés dans la vraie liberté, et ils ne sont pas dans la liberté. Ils sont dans une liberté contrôlée. En fait, ils sont dans un totalitarisme de la pensée qui les a érigés en figure de défense de l'impérialisme et qui les prédispose à ne discuter que dans le sens et dans les logiques de l'impérialisme. La France, donc, est prisonnière de cette vision. Elle est malade de cette vision. Elle ne perçoit l'Afrique que d'après ses prismes. Pour eux, l'Afrique, c'est une possession. Si l'Europe s'inquiète de la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est simplement parce que l'Europe considère que l'Afrique est sa possession historique. Le souvenir, nous aimons à dire 1885, 1884. Non, ces gens, 1884, 1885, novembre 1884, février 1885. Ces gens ne sont pas en train de regarder Berlin comme un épisode superflu de l'histoire ou bien un épisode malheureux de l'histoire. Pour eux, Berlin est un véritable point de repère qui fixe les possessions de chacun et donne à chacun l'ampleur de son pouvoir dans l'impérialisme mondial. C'est ça l'Occident aujourd'hui, prisonnière de cette vision, malade de cette vision. Et la France, donc, dans cette conception, ne veut donc pas quitter ce qu'elle considère comme ses possessions. Les Africains doivent le savoir. Les Africains doivent le répéter pour que les Français comprennent que nous ne sommes pas leur possession. Nous sommes libres. Tout autant libres que le Français qui se balade à Paris, à Nantes, à Strasbourg, l'Africain qui marche à Bamako, à Yaoundé, à Douala, à Niamey, à Abidjan, est un homme libre. Libre de commercer avec qui il veut. Et quand on dit libre, il est libre même de refuser. Monsieur, vous pouvez refuser l'aide de quelqu'un, même si vous avez besoin de quelque chose. Oui. Mais c'est ça la liberté. On ne peut pas nous dire que pourquoi nous refusons l'aide de la France. On peut même la refuser, même s'ils font bien. On dit non, on ne veut pas. Ils ne vont pas nous faire un procès pour ça. C'est ça notre liberté. Les individus qui font de la privation, pourquoi on ne les met pas en prison? Ceux qui font le jeûne. On ne les met pas en prison. Ce n'est pas une privation qui pourrait les entraîner la mort. Il y a des gens qui, à cause du jeûne, tombent malades. Mais pourquoi on ne les met pas en prison? Pourquoi on ne leur fait pas un procès? Parce qu'ils l'ont fait librement, volontairement. C'est consenti. Donc si l'Afrique décide de se couper de la France, c'est un acte libre. La France peut-elle comprendre le mot liberté? Ces derniers jours, j'ai pour habitude de dire, l'Afrique enseigne à la France sa propre devise. Liberté. Qu'est-ce que la liberté? La liberté n'est pas de penser comme des gens vous disent qu'il faut penser. C'est de penser par vous-même. C'était le credo des Lumières. C'était de penser par vous-même. D'être capable de décrypter le monde, de lui donner un sens,
et de confronter ce sens à la réalité et de voir si ce sens produit quelque chose de puissant. Oui. Et cette chose de puissante, est-ce qu'elle conforte la survie de l'humanité? Lorsque c'est oui, eh bien, ça peut devenir une règle universelle. C'est ce que les panafricanistes font. Mais il faut d'abord être libre pour faire ça. Être libre ne veut pas dire que vous vous levez tous les matins, on vous dit que quand vous levez, monsieur Ngos, vous lavez votre visage, après vous sortez, vous mangez votre pain et vous dormez. C'est pas ça être libre. On est en train de vous entraîner dans une chaîne de conformisme qui finalement peut devenir une routine qui devient vos chaînes. Nous, il nous faut un procès parce que nous avons décidé d'être libres. Et la France, donc aujourd'hui, qui résonne dans le mécanisme de l'impérialisme, est donc dans la classification inconsciente. Parce que dès que nous les mettons dans ce schéma-là, on les comprend mieux. Ils ont déjà classifié de manière inconsciente les êtres humains. Quand vous dites qu'un Malien va arrêter de coopérer avec un Français, va aller coopérer avec un Russe, comment un Malien peut réfléchir comme ça? Un Malien, qu'est-ce qui lui est passé à la tête? Le Russe parle le russe. Lui parle, comment il comprend le russe? Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il... Non. Et puis même, qui a donné le droit aux Maliens de choisir? C'est ça, hein? C'est ça qui se dit de manière tout à fait polie tous les jours dans les médias français. C'est-à-dire, on nie aux Maliens une capacité de réflexion. On nie aux Maliens la capacité de choisir. On nie aux Maliens sa liberté. On nie aux Maliens leur souveraineté. On nie aux Maliens carrément tous les droits qu'ils disent être les droits humains. Et c'est en contradiction même avec la devise de la France, liberté. Donc, au nom de ça, la France ne veut pas partir parce que la France considère qu'elle est dans ses possessions historiques. Donc, finalement, comme l'Afrique est sa propriété personnelle, ceux qui font partie de l'Afrique, c'est-à-dire les Africains, sont ses esclaves? Vous comprenez tout à fait. Et je vais même pousser un peu plus loin. Il y a beaucoup d'Africains, nous saluons toute notre diaspora qui est en France, il y a beaucoup d'Africains qui se gagarisent et qui sont fiers de l'accueil qu'ils ont reçu en France. Nous leur disons, c'est pas donné parce qu'ils nous disent aussi quel est le parcours du combattant qu'ils ont vécu dans les pays voisins. C'est bien. Mais pourquoi la France le fait? Pourquoi la France estime qu'elle est en avance sur tous les pays européens en matière de traitement humain accordé aux immigrés? C'est simplement que la France a toujours ce sentiment paternaliste vis-à-vis de l'Afrique. C'est-à-dire, à un moment, ils disent, c'est quand même nous qui avons le plus de territoire là-bas en Afrique. C'est ça dans leur tête. C'est comme ça qu'ils voient les Africains. Quand ils regardent les Algériens, c'était la France avant. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils disent c'était la France avant. Quand ils regardent les Ivoiriens, leur président était quand même notre homme de main. Ils regardent toujours en termes de possession. Mais regardez un peu. Les Ukrainiens, est-ce qu'ils avaient une politique extraordinaire de coopération? Est-ce qu'ils produisaient des intérêts faramineux à l'Union européenne? Regardez le traitement qui est accordé aux immigrés ukrainiens. Simplement à cause des intérêts des États-Unis. Vous voyez un peu? C'est la même logique. Aujourd'hui, les États-Unis considèrent que l'Ukraine, c'est son pays. Et au nom de ça, on a dit aux autres, traitez les Ukrainiens comme nous, on vous demande de les traiter. Ils ont un traitement. C'est ça l'impérialisme. Nous sommes devenus, ils sont dans un processus où ils veulent même posséder les gens. Et d'ailleurs, mon frère, vous savez quel est leur projet. C'est qu'il faut même quitter du niveau où cette possession-là est encore tacite à un niveau où ça devient explicite. Parce que tous ces programmes de post-humanisme, de transhumanisme, ce n'est que le chemin vers la possession réelle de l'humain. C'est-à-dire qu'on va détenir même des unités de vie des gens, en vous disant, si vous faites, vous allez partir. Donc, on va vous faire vivre. Et le pass vaccinal était un bel exemple de ce que c'est que cette vision impérialiste. C'est-à-dire que l'humain peut être possédé. Et on vous dit, si vous voulez aller au cinéma, vous devez aller vous faire vacciner. Donc, il y a ce sentiment de possession extrême de l'humain au niveau de l'Occident. C'est ça qui rend le malade occidental. Et ça dit finalement, Jonathan Batengene, que
les soldats français et la France ne quitteront jamais l'Afrique? Non. Là, si on le dit, c'est que vraiment, ce serait ne pas tenir compte des forces historiques qui actuellement sont en train de réaliser la libération de l'Afrique. Il y a un travail qui est en train d'être fait, surtout par nous les panafricanistes et toute la société civile africaine. Nous, quand nous disons les panafricanistes, ce n'est pas seulement nous qui intervenons ici, hein, c'est tous ceux qui se réclament panafricanistes sur le continent et qui portent ce combat à la plus petite échelle, parce que chacun fait son travail à son niveau. Vous avez des gens, des diplomates qui sont panafricanistes, mais ils ne vont pas venir sur les plateaux pour défendre les idées. Mais là-bas, ils exercent et font tout pour que les idées panafricanistes soient promues. Vous avez des gens, des policiers, des hommes, des menuisiers, des femmes de ménage. C'est ces gens. C'est nous qui portons ce combat aujourd'hui. La France va partir. L'impérialisme romain a été vaincu en Europe. C'est ce qui a fait que les Romains eux-mêmes Disparaissent? Leur empire disparaisse. Et pour que ça ne disparaisse pas totalement, ils avaient déjà pensé à la mue, ils ont créé les églises, l'église catholique, grande église, avec Constantin. C'est resté avec des petites bribes là-bas. Une partie, ça se cherche là en Asie avec les orthodoxes. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas la même connotation. C'est autre chose qui est resté. Avec l'Empire romain, ça a été démembré du fait des rébellions. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est pas nous qui allons totalement détruire l'Occident. Mais ce que nous faisons, nous panafricanistes sur le continent africain, va permettre à l'Occident de ne plus avoir la main mise sur l'Afrique. Nous allons détruire. Nous allons simplement affirmer notre liberté. Et affirmer notre liberté, c'est pas dire que nous allons nous placer et dire nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Nous allons agir exactement en tant qu'hommes libres en faisant dégager ces bases militaires. Ces bases vont dégager, mon frère. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la France de recevoir ces soldats en tant que des héros s'ils étaient sur le continent africain pour une campagne de civilisation ou alors pour sauver l'Afrique d'un destructeur qu'on appelle le terrorisme? C'est là tout le paradoxe. Conscient de ce que ce n'est pas des missions salvatrices pour les Africains, vous voyez qu'ils ne sont justement pas accueillis comme des héros. Quand ils quittent le Mali, normalement, ils devaient rentrer en France, n'est-ce pas? Parce que quand en 62, les Américains quittaient aussi la France pour rentrer chez eux, c'était aussi de manière héroïque. Là-bas, on les attendait, on disait « Ah, c'est eux qui ont libéré l'Europe », tout ça. Mais ils ne font pas pareil, parce qu'ils savent que c'est des positions fortes qui sont en train de perdre dans le corpus impérialiste. C'est ce qu'ils savent. Donc, conscient de cela, ils ne les accueillent pas. Alors que, mon frère Ngoz, vous avez dit tout. Si c'était de véritables héros, ils rentreraient avec les you des populations, les acclamations, et même peut-être les légions d'honneur. Une question cependant que les Africains se posent, est-ce vraiment des militaires? Est-ce vraiment des soldats? Pour la plupart, c'est des mercenaires. Vous voyez la base de Cambouensin au Burkina Faso, c'est les légionnaires, c'est des mercenaires. C'est des gens qui peuvent parler, vous trouvez parmi les légionnaires, des gens qui sont des Tchétchèens, d'autres sont des Ouzbeks, d'autres sont des Camerounais, des Burkinabés. Et pour entrer à la Légion étrangère, vous venez vous-même. On ne veut pas votre carte d'identité. On ne veut pas votre acte de naissance. Vous-même, vous venez vous donner un nom. On vous donne un papier quand vous réussissez la formation de départ. On vous donne un papier, c'est votre nouvel acte de naissance. Ou même vous écrivez un nom là-bas, une date de naissance, tout. Donc vous devenez un nouvel individu. Donc c'est des mercenaires qui sont sans foi ni loi, qui existent sous fausse identité et qui ont donc une existence bizarre. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas être accueillis en France pour devenir finalement des renégats. Ils n'ont pas de famille là-bas et avec le type de formation qu'ils ont reçu, ils pourraient être un danger pour la France elle-même. Parce que s'ils rentrent là-bas et qu'ils n'ont pas du travail, ils pourraient être récupérés par les bandes criminelles. Vous savez que l'Occident, c'est aussi le lieu de foisonnement des mafias. Donc, si ces individus tombent sous le contrôle des mafias,
Ça pourrait être des armes de destruction massive sur le territoire européen. Donc, ils ont certainement peur de toutes ces machines de guerre qu'ils ont fabriquées et ils préfèrent les maintenir loin de leur territoire, sachant que ça pourrait alimenter la criminalité chez eux. C'est pourquoi ils ne veulent pas les accueillir. Autrement, ils les auraient déjà accueillis. Vous allez voir que aujourd'hui, quand ils les ramènent sur des zones, sur de nouveaux territoires, ils font tout pour les sédentariser là-bas. Et ces gens-là, un jour, vont être rapatriés. Nous sommes en train de nous battre. Le Niger, ça va tomber, mon frère Ngos. La Côte d'Ivoire, nous l'avons dit dernièrement sur un autre plateau. La France peut encore ajouter même 7000 hommes. Ils sont 4000. Ils sont aujourd'hui 4700 en Côte d'Ivoire. Ils peuvent encore ajouter 7000 hommes. Quand le peuple ivoirien va se lever, le peuple ivoirien est lui-même un peuple fort, fier. Quand il va se lever, ces hommes-là ne suffiront pas pour arrêter ce peuple. Pour sortir de cet entretien, Jonathan Batangene, et si ces soldats devenus mercenaires retournaient justement leurs armes contre la France pour défendre le continent? Ah ça, mon frère Ngos, ça c'est l'hypothèse la plus inespérée. Mais bon, nous pouvons croire que si ça arrivait, ce serait une bonne chose. Nous les interrogerons dans nos armées. Nous ne sommes pas ingrats. Si un général, d'ailleurs, ils sont souvent sous le contrôle d'un général. Si un général perd le contrôle de ces hommes et que ces gens veulent désormais se battre pour l'Afrique, ce serait la bienvenue. Nous avons bien des cultures, non? Vous connaissez les quartiers ici à Douala, Koro. On appelle généralement Koto. Koto, vous comprenez ce que ça signifie. C'est là où on logeait un certain nombre de personnes. Bepanda, toujours ces quartiers. Donc, quand vous comprenez les significations, vous comprenez que l'Afrique a toujours une culture d'accueil. Si ces soldats retournaient la veste, nous serons très fiers. Nous les accueillerons en euros et nous leur réserverions un traitement digne d'hommes qui ont pris conscience du bien de l'Afrique. Nous ne sommes pas ingrats. Nous allons agir comme de dignes Africains. Nous allons les récompenser. Nous serons très fiers d'eux. Si c'est le cas, si les premiers à le faire le font dans les jours qui suivent pour nous, ce sera une très bonne nouvelle. Mais seulement, ils ne vont plus travailler pour la France. Ils devront travailler pour nos pays. Ils seront intégrés dans des unités dans nos pays pour servir désormais nos intérêts. Et nous allons travailler avec eux. Si cette hypothèse venait à être réalisée. Merci à vous, Jonathan Batangene. C'est moi qui vous remercie, mon frère Ngos. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à tous ceux qui nous suivent, le combat continue. La victoire est au bout. Nous mettons la clé sur l'opération encore pour cette édition de Parole le panafricanisme. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.